Il va falloir beaucoup d'argent pour tout ça, peut-être des eurobonds. C'est la grande idée qui ressort ces derniers jours, ces dernières semaines. On en parlait à la conférence de Munich aussi. On en a parlé à l'Eurogroupe hier, et notamment le ministre grec des Finances, Kyriakos Pierrakakis, je ne veux pas écorcher son nom, qui indique qu'il est existentiel pour nous de sauvegarder le rôle international de l'euro. Est-ce qu'il y a une menace existentielle sur l'euro? Moi, j'étais surpris de cette déclaration. Au contraire, je comprenais qu'avec la dédollarisation du monde, il y avait plutôt une opportunité pour l'euro de renforcer son influence. Surtout que l'euro n'a pas réussi à devenir une devise clé. Donc, c'est la deuxième monnaie internationale, mais quand même loin derrière le dollar. On ne sait pas trop ce qu'il va advenir du dollar. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes, mais l'incertitude n'est pas complètement nouvelle et ça a toujours été l'hégémon pour l'instant du système monétaire international et on a eu du mal à le remettre en question et on n'a pas du tout réussi à faire de l'euro une devise clé. Et je pense que en fait, on n'a pas réussi à faire de l'euro une devise clé, précisément parce que, oui, on a fait qu'une union économique et monétaire très incomplète, pas d'union budgétaire, pas d'union fiscale, pas d'union politique, pas de dette commune et sans un actif européen commun à tous les États membres. Je pense qu'on ne peut pas avoir des marchés, profonds, on ne peut pas avoir une monnaie à la fois d'investissement au plan international et puis une monnaie de facturation internationale. Donc l'euro n'est pas une devise clé. Peut-être l'euro pourrait-il développer son rôle international à la fois sur le plan financier. C'est la réflexion qui est en cours un peu en ce moment. C'est ce qu'a dit Christine Lagarde ce week-end. Oui, enfin, elle est en cours depuis 20 ans même. Ouais, mais il y a une ouverture, cette idée d'ouvrir des lignes de crédit de banque centrale très directement à des pays en dehors de la zone euro. C'est ce qu'a proposé Christine Lagarde ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est intelligent. Mais le problème, avec Isabelle et d'autres, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. In fine, les lignes de crédit de ce type, elles doivent être, in fine, bien sûr, c'est des banques centrales, mais garanties par un trésor unique. Oui. La puissance américaine, c'est qu'il y a un seul trésor des États-Unis. Donc c'est toujours cette question de la gouvernance qui manque, gouvernance inachevée de la zone euro. 21 pays dans la zone euro, une banque centrale, 21 gouvernements. Il faut de la dette commune ou pas? Mathieu Jolivet. Oui, je pense qu'il faut... Non, mais on peut se poser la question, c'est pourquoi faire, voilà, exactement. On a endetté la France, bon, très bien. On a un peu l'impression que maintenant, on se dit, on va passer au niveau supérieur, parce que nous, on ne peut plus en France. Je reviens toujours, moi, à mon à l'état des menaces extérieures, à l'Europe. Enfin, je veux dire, s'il y a bien un jour où il faut arrêter de... S'il y a bien un jour où il faut arrêter de se dire entre pays membres de la zone euro, j'ai rangé ma chambre avant toi, donc je ne ferai rien tant que tu n'auras pas rangé ta chambre, c'est aujourd'hui. Il y a un moment, alors tant pis, pour nos amis allemands, peut-être que ce sera un peu leur part d'injustice, mais il y a un moment, tant pis. Effectivement, aussi, ce que ça rappelle cruellement cette séquence sur les eurobonds, c'est que la France est peut-être aujourd'hui le dernier dans la zone euro à pas avoir fait les réformes structurelles que tous les autres ont fait. Et que nos pays du Sud, avec la réputation laxiste, sont devenus des modèles cités par les Nordiques et l'Allemagne. Oui, puis nous rattrape, le PIB par tête italien a rattrapé le PIB par tête français. On assiste effectivement, et je trouve ça un peu navrant, à cette séquence où finalement vous avez en 3 jours, un lundi, notre commissaire au plan, Clément Beaune, qui fait un rapport en disant le seul moyen pour résister face au rouleau compresseur chinois, c'est finalement de faire des eurobonds, de faire en sorte d'une manière ou d'une autre d'évaluer l'euro de 20% ou de 30, de 25 à 30%, etc. Aucune de ces propositions n'a été reprise à la retraite du Conseil informel dans le château à Liège. Il y a quand même quelques signaux du côté
côté de l'Allemagne. C'est-à-dire que le président de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande, a reconnu en fait la nécessité de ces eurobonds. Donc je pense que c'est pas sans convaincre le chancelier Merz, qui oui, reste opposé mais pour ça l'instant. veut dire quand même que il y a une opinion, il y a une opinion allemande au sommet de l'Allemagne qui est en train. Ils ont assoupli leur frein à l'endettement aussi. Voilà. Ils ont la doctrine outre-Rhin, c'est quand même relativement exactement. La doctrine est en train d'évoluer parce que l'Allemagne est en train de se lancer dans des plans d'investissement massifs, notamment militaires. Ils pourront pas tout financer tout seuls dans leur coin. Donc le fait d'avoir une dette mutualisée, un emprunt commun, c'est pas que dans l'intérêt de la France, c'est pas que dans l'intérêt des États les plus endettés. C'est précisément une façon en fait, d'élargir le marché de la dette. Alors, Christian a tout à fait raison. En fait, il y a deux voies. Il y a une première voie qui est l'élargissement, l'approfondissement du marché de la dette. Et quand tout le monde nous parle d'union des marchés de capitaux, on attend désespérément. Faut bien comprendre qu'en fait, sans un eurobond, sans une dette commune, sans un actif européen vraiment appartenant à tous, ça ce sera pas possible. Donc en fait, union des marchés de capitaux et eurobond. Je pense que ça va vraiment de pair. C'est beaucoup plus important de coupler l'union des marchés de capitaux et l'eurobond que de coupler l'union des marchés de capitaux et la titrisation, de mon point de vue. Mais ça, c'est donc une voie possible. Et il y a une seconde voie qui n'est pas forcément antinomique de la première, qui consiste à aller chercher des solutions de financement hors marché. Christian disait tout à l'heure, pourquoi pas remettre en place des circuits de financement, des circuits du Trésor, comme ce qu'a... C'est comme ça qu'on a fait du 4% de croissance pendant 20 ans. Oui, alors après... Oui, sauf qu'aujourd'hui, plus personne ne veut prendre de risques. C'est toujours pareil. Orienter l'épargne des Français vers les entreprises, moi, ça fait 20 ans que j'en entends parler et on ne voit toujours pas... Oui, mais en tout cas, ça fait partie des solutions. Ça fait partie des solutions à explorer. Ça fait partie des solutions à explorer, à voir éventuellement refaire ces genres de circuits du Trésor. Il y a aussi des façons de mobiliser davantage la Banque centrale. La Banque centrale européenne, aujourd'hui, verse aux banques commerciales de la zone euro, sur leurs réserves à la Banque centrale, l'équivalent de 200-250 milliards d'euros d'intérêts par an. D'accord, c'est de l'argent gratuit, ça, pour les banques. On pourrait en faire autre chose, franchement. Ce qui est remis en cause, notamment par les Britanniques, là. Donc c'est un débat qui monte aussi. Exactement, c'est un débat qui monte, qui a été lancé un peu par les Verts anglais à leur conférence d'automne. Donc ils s'opposent en fait à ces versements d'intérêts. Alors, la Banque d'Angleterre, comme d'ailleurs la Banque centrale européenne, se défendent en disant on a besoin de verser ces intérêts pour piloter les taux du marché monétaire, mais il y a quand même un vrai sujet démocratique derrière ça. D'ailleurs, il y a des enjeux distributifs. C'est-à-dire que cet argent-là, on en a besoin pour investir en Europe. J'ai une question toute bête. Si on fait de la dette européenne, il va bien falloir la rembourser. Oui, bien sûr. Paye. Ça veut dire qu'il faut un impôt européen aussi derrière. Ça va de pair. C'est-à-dire qu'effectivement, union budgétaire et union fiscale, ce sont deux leviers complémentaires. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être aller chercher au-delà en fait de l'élargissement, de l'approfondissement du marché de la dette. C'est pour ça aussi qu'il faut peut-être aller chercher des solutions hors marché de la dette, en combinant les deux. Mais si la Banque centrale, par exemple, était capable en fait de subventionner des projets d'investissement en inscrivant ça dans une structure suffisamment démocratique, on aurait deux façons de financer. Par la dette, mais par une dette commune, et puis par une source hors dette qui n'augmenterait pas la dette. Mathieu Jolivet. Je fais un petit pas de côté, mais dans ce sujet de la dédollarisation et de qui peut profiter de la dédollarisation et la place de l'euro, etc., il faudra peut-être quand même surveiller de près ce qui se passe avec le yuan. Alors aujourd'hui, le yuan, certes, c'est, je crois, 2% ou 3% des réserves mondiales. Il y a un contrôle politique sur la monnaie qui fait que quand on est banquier central, on reste hyper prudent par rapport à cette monnaie. Mais je
reviens encore à ma photo de Tianjin fin août dernier avec tout le Sud global autour de Xi Jinping. Vous avez aujourd'hui une masse de plus en plus importante de pays un peu partout dans le monde dont le premier client, le premier partenaire commercial, c'est la Chine. Bah oui. Et les transactions... Bientôt 40% de l'industrie manufacturière mondiale. De quand vont de plus en plus s'opérer la bascule de transactions qui seront libellées en yuan. Et là-dessus, je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme un signal faible ou pas, mais vous avez eu le mois dernier, c'était une première en Afrique, le Kenya qui a converti en yuan des prêts qui avaient été libellés en dollars. C'était pour financer un chemin de fer à plus de 5 milliards de dollars. Ça a été converti en yuan. Donc c'est à surveiller de près aussi. Alors, la question qui paye a été posée. La question pourquoi faire, que vous souleviez tout à l'heure, est une véritable question aussi. Des eurobonds, pourquoi faire, quand on sait notamment que le programme Next Generation EU, qui était un peu un saut presque hamiltonien de l'euro, en fait, n'a été décaissé qu'à hauteur de 52%. Donc, pourquoi faire? A-t-on vraiment besoin? Non, mais c'est là où vraiment l'idée de la coalition des volontaires est importante. L'affaiblissement de la France en Europe est une très mauvaise chose, liée à notre désindustrialisation, à la situation de nos finances publiques, à tel point que l'Allemagne se tourne vers l'Italie. Alors ça a des limites aussi, parce que l'Italie a bénéficié de 200 milliards de ce... C'était même 240 milliards, je crois, c'était les premiers bénéficiaires de Next Generation EU. Par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y aurait... parfaitement la possibilité d'avoir 7 ou 8 pays qui se mettent autour d'une table, qui disent on a besoin d'investir 500 milliards sur l'intelligence artificielle, la robotique, toutes les technologies, les biotech notamment. Donc, on crée une structure hors Union européenne avec ces 500 milliards, mais avec des règles d'utilisation très strictes et de telle sorte qu'on investisse sur des infrastructures physiques et numériques encore plus développées qu'aujourd'hui, qu'on mette l'argent nécessaire sur les biotech et toutes les autres technologies dont on a déjà parlé. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Ce qui rend la chose difficile, il faut qu'on se regarde dans une glace, c'est extrêmement dur pour nous, mais la France est devenue le pays marqué par la maladie honteuse, c'est-à-dire que nous ne sommes même pas capables de gérer nos affaires. Donc les gens nous regardent avec beaucoup de mépris aujourd'hui, dont on se... Au niveau européen. Au niveau européen, dont on ne se rend pas compte. Quand il y a eu la négociation au mois de juillet sur les droits de douane avec les Américains, Van der Leyen était en Écosse avec 9 personnes, il y avait 8 Allemands. Donc la France n'est pas dans les grandes négociations, elle est en train d'être contournée. Donc il faut vraiment qu'on se réveille. Perte d'influence, on reste la deuxième économie de la zone euro quand même. Merci. Alors, on a perdu en poids relatif. On se fait rattraper par les Italiens, la Pologne. Même pas. Il y a 15 ans, on faisait les 3/4 de l'Allemagne. Aujourd'hui, notre PIB est tombé à 67-68%. Il ne faut quand même pas attendre de casser le traité européen pour agir. Allez, il y a des structures qui permettent... on prolongera. Il n'y a pas besoin de le casser, mais pour agir, il faut agir en dehors. Merci à tous les trois, Mathieu Jolivet, Isabelle Coupé-Soubeyran et Christian Saint-Etienne pour cette émission.